Bonjour. Je me mets au podium de manière à pouvoir mieux vous voir et je parle aujourd'hui et non pas demain. Il y a eu un changement dans le programme parce que, comme nous l'avons entendu, M. Fischel a dit, aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits de l'homme, le 63e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ma copie est déjà un peu usée, mais j'y reviendrai. Donc, en tant qu'ancienne haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, il y a un point que j'aimerais faire. Il faut que vous vous réveillez. Donc, s'il vous plaît, levez-vous toutes et tous, et dites à vos voisins « Bonne journée des droits de l'homme ». Bonne journée des droits de l'homme. Okay, and while you're Très bien. Et pendant que ce mouvement nous permet de nous réveiller, il y a une autre bonne nouvelle et qui peut constituer une bonne raison de faire la fête, car tout à l'heure, 3 femmes vont recevoir le prix Nobel de la paix. La présidente du Libéria, Lyndon B. du Libéria, que vous connaissez certainement aussi, et une personne que je ne connais pas personnellement, et nous en entendrons plus à l'avenir, Tawakkol Karman, qui est une activiste des droits de l'homme du Yémen. Et hier, nous avons eu une discussion sur justement l'égalité hommes-femmes dans le monde arabe. Il y a donc des femmes extraordinaires qui travaillent à la poursuite de la persévérance et justement dans la mise en œuvre des droits de la femme, et je suis sûr que la manière dans laquelle elle a travaillé lui permettra non seulement d'aller de l'avant, mais également de donner une plateforme et la protège de fait. Et il y a d'autres femmes qui ont notamment Aung San Suu Kyi au Burma. Nous avons donc vraiment la possibilité d'écouter des femmes extraordinaires qui ont beaucoup œuvré. Et le fait que je sois ici ne prélude pas du tout un très long discours. Je voulais simplement vous rappeler la Journée internationale des droits de l'homme. Et j'aimerais également reprendre un autre point de hier. Nous avons eu la promotion des droits de l'homme et on a tous entendu que la Déclaration des droits de l'homme a été appelée comme n'étant pas vraiment une déclaration universelle. C'est en 1948 à Paris, lorsque les pays se sont réunis pour commencer les efforts à la rédaction. Et malgré les efforts de Eleanor Roosevelt avec René Cassin, Dan Humphreys du Canada, la Chine, le Liban, il y a eu ce sens de l'universalité. Et la seule plainte que j'ai, c'est 1948, et donc le texte n'est pas rédigé de manière neutre par rapport aux hommes et femmes, mais je crois que c'est vraiment une déclaration universelle. C'est en 1997 que je suis devenu haut-commissaire des droits de l'homme, et c'est juste avant le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce que nous avons fait à l'époque, c'est le nouveau gadget. C'était juste, on recevait les ordinateurs, nos tout premiers ordinateurs. On a compilé les différentes versions linguistiques et j'ai reçu le prix du livre de Guinness pour le plus de documents traduits, parce qu'à l'époque, la déclaration a été traduite en 153 langues. Maintenant, il y en a beaucoup plus déjà, mais nous ne jugeons pas la déclaration de 1948. C'est un document qui vit. Elle a été, encore une fois, en 68 à Téhéran, promulguée. Ici, en 93, à Vienne, c'est la base de la déclaration du millénaire. Et encore une fois, un instrument excellent.
des droits de l'homme, mais ce n'est pas la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est les conventions qui en découlent et les traités et les accords internationaux qui, en matière de mise en œuvre, sont importants. Et avant de parler de la gouvernance mondiale, j'aimerais me référer à 3 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour montrer à quel point ce document est vraiment visionnaire. Tout d'abord, article 1, tous les êtres humains sont égaux en dignité et droits. La dignité arrive avant les droits. Et si vous vous rappelez ce qu'il s'est passé au sein du ce qu'on appelle le réveil, le printemps arabe, les personnes étaient dans la rue, ils ont utilisé les médias sociaux pour se protéger. Qu'est-ce qu'ils ont exigé? Les droits de l'homme, la dignité et du travail, parce qu'il y a un tel taux de chômage dans la région et la jeunesse est frustrée. L'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que nous écrirons cela? Est-ce que nous l'écrirons? Chacun a le droit de travailler, le libre choix de l'emploi, de conditions favorables à son site d'emploi et d'un salaire égal. Et 3, chacun qui travaille a le droit à une bonne condition de travail et un bon salaire, de manière à pouvoir respecter la dignité humaine et tous les moyens de la protection sociale applicables à son rang. Et chacun a le droit de joindre les syndicats ouvriers. Il y a 63 ans. Nous n'oublions pas. Et le troisième domaine, et c'est une autre manière de voir les valeurs, c'est les obligations. Certaines personnes disent c'est un document libéral, occidental. Ce n'est pas. Ce n'est pas du tout. Les grandes religions ont été respectées. L'article 29, chacun a des engagements et des obligations envers la communauté par rapport à son, et il faudrait ajouter ça, personnalité, et le développement personnel est également, bien entendu, possible. Et je crois qu'il faut parler davantage des valeurs, car il s'agit là d'un instrument extraordinaire. Ça a été pas mis en œuvre, mais en tout cas accepté. Et je viens de la conférence de Durban sur le changement climatique et nous ne faisons pas le lien entre les droits de l'homme et le changement climatique. Le document Rio + 20, il n'y avait pas de référence justement aux droits de l'homme. Ici, à Vienne, en 1993, il n'y a pas de référence à l'environnement. Maintenant, nous n'avons pas les droits de l'homme et l'environnement, mais nous avons l'élément où il faut réfléchir à l'écosystème, notamment à l'empreinte en CO2. Et cela inclut également la justice et l'égalité. Et actuellement, Monsieur le Président, je m'occupe d'une fondation qui travaille justement sur l'équité environnementale. Et permettez-moi maintenant de rapidement vous parler du thème de la séance. Et je pense qu'il faut faire la part entre ce que notre président a dit de manière tout à fait excellente et la référence à la responsabilité sociale de l'entreprise qui va au-delà de l'obligation juridique législative de l'entreprise. Moi, je vais vous parler des principes de Ruggie, va au-delà et qui, en fait, s'inscrit clairement de la responsabilité sociale de l'entreprise dans le domaine de la dignité humaine, des droits de l'homme, et qui doivent s'inscrire, en fait, dans une responsabilité sociale de l'entreprise. Et ceux qui ont suivi les développements en matière de responsabilité sociale des entreprises et ceux qui ont suivi les travaux du professeur Ruggie, qui depuis plus de 6 ans est le haut représentant des Nations Unies des droits de l'homme, a écrit au Conseil des droits de l'homme. Le fait que les principes ont été acceptés montre clairement qu'il y a un consensus mondial
Par rapport au cadre, le groupe d'experts des Nations Unies qui a été constitué, qui prendra et continuera le processus en matière de mise en œuvre, nous permet justement d'avoir une législation douce qui permet d'avoir un instrument en matière de dignité humaine. La dernière décennie nous a permis d'avoir de nouveaux attributs, de nouveaux outils et qui nous permettent d'inscrire cela dans la responsabilité sociale des groupes, des entreprises et de s'assurer à ce que le respect des droits de l'homme s'inscrit également dans une politique d'entreprise. Il s'agit là de principes internationaux qui ne s'inscrivent pas dans un contexte spécifique, mais qui sont complètement horizontales. Donc nous avons une norme internationale, le cadre des Nations Unies affirme, comme l'a dit notre président, l'obligation des États de protéger ses citoyens contre toute violation. Et les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits de l'homme et qu'il y a un processus intégrant toutes les responsabilités au niveau des entreprises et des États de manière à assurer que lorsque nous nous voyons confrontés notamment à de la corruption, il y ait quand même des garde-fous. Nous avons également le problème que l'approche du cadre onusien n'est pas une priorité pour un grand nombre de gouvernements, de manière à ne pas pouvoir protéger et ne pas pouvoir correctement assurer les droits de l'homme à leur population. Un grand nombre d'entreprises doivent également effectuer un grand nombre de travaux de manière à ce qu'il y ait une prise en charge minimale et un respect minimum de la dignité humaine et des droits au quotidien. Je suis donc très intéressé par rapport à la discussion que nous allons mener maintenant dans les minutes à venir par rapport à la session des questions-réponses que nous allons avoir. Permettez-moi encore de vous dire que professeur John Ruggie va reprendre le chapeau que je porte pour l'instant. Je suis responsable de la Fondation des droits de l'homme dans l'entreprise qui opère à partir de Londres. Et je vous demanderai pour ceux qui n'ont pas suivi l'Institut, c'est www.ihibe.org. Et deuxièmement, un deuxième site excellent sur les droits de l'homme et l'entreprise de John Ruggie, qui est www.business-humanrights.org. Et l'Institut des droits de l'homme l'a fait, c'est les principes de Dakar sur la migration et la dignité. C'est des principes des droits de l'homme qui ont été développés de manière à respecter les travailleurs migrants lors du recrutement, lors de leur emploi et surtout également leur retour en toute sécurité dans leur pays d'origine. Le deuxième point, c'est les lignes directrices sur l'acquisition de terres d'entreprise. Là, il y a des lignes directrices, un projet de ligne directrice qui a été justement publié en la manière pour une approche sur la base de la loi, que ce soit applicable en Afrique du Sud, en Colombie, aux États-Unis, partout au monde, bien entendu. Et nous avons également les 10 points focaux pour 2012, les droits de l'homme dans un environnement entreprise. Nous avons 12 points et je vais vous citer les 3 premiers. Se battre contre l'érosion des droits des travailleurs, intégrer l'entreprise dans les problèmes des droits de l'homme et violations des droits de l'homme, et nous en avons encore 10 autres. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous parlons d'une responsabilité sociale d'entreprise, nous oublions très souvent sociale et volontaire. Nous disons, nous avons maintenant une gouvernance mondiale, nous avons ces engagements d'où nous avons également la responsabilité des entreprises à respecter. Eh bien, si elles ne le respectent pas, eh bien, nous avons besoin de meilleures recettes pour que ces recettes prennent, pour que la mayonnaise prenne et que tout le monde les respecte. Et c'est pour moi un honneur que de pouvoir discuter de tous ces thèmes aujourd'hui avec vous. Merci.